l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonjour à toutes et à tous, bonne année, bonne synthé et bienvenue pour ce premier numéro du SNC en 2024. Je sais pas si vous le savez, mais depuis quelques semaines, l'Afterfoot est désormais en live vidéo sur YouTube. De notre côté, on a décidé évidemment de faire mieux, un live simultané sur YouTube et sur Twitch. Alors l'objectif est évidemment qu'on soit le plus nombreux possible à partager notre passion pour la couleur verte. Alors si vous n'aviez pas encore fait la démarche de venir nous voir sur Twitch et que vous nous voyez en live pour la première fois sur YouTube, bienvenue dans la joie du direct. Partagez vos émotions, vos analyses, vos coups de gueule avec nous et soyons tous ensemble pleins d'espoir naïf pour 2024. C'est la nouvelle année, alors en tant que supporter, on peut effectivement rêver naïvement. Rêvons ensemble à une remontée de notre club dans l'élite. Souhaitons une vente de notre club à des actionnaires compétents et vertueux. Souhaitons une saison à 15 buts pour Dylan Chambaud. Souhaitons des chroniques de Joss sans chanson. Souhaitons une prolongation pour Olivier Dalloglio, puisque ce sera le cas si on remonte. Bref, souhaitons-nous des émotions positives. Mais toutes ces émotions positives seront possibles grâce, entre autres, à un mercato de qualité. Et ça tombe bien puisque Clément, notre expert mercato, sera avec nous ce soir. Et on ne parlera pas que du mercato ce soir, on parlera aussi de l'adaptation de Dalloglio à son nouvel effectif. Et Elias est là pour nous dire ce qu'il en pense. Bonsoir Elias. Salut tout le monde, bienvenue à tous. Comment vas-tu ? Ça va super, prêt pour cette année 2024 qu'on espère de meilleurs acabits que l'année 2023. Et 2022, et 2021, et 2020. Et parce que son avis nous intéresse sur tous les sujets, de la CAN au saxophone, en passant par l'éclairage du groupe Ama Stadium, nous accueillons ce soir Joss Randall. Bonsoir Joss. Bonsoir, salut à tous, bonne année à tout le monde, de la santé et le reste il faudra aller chercher, comme on dit. Et pour ce qui est de chronique sans chanson, je pense que ça sera pas possible parce que j'adore ça. Voilà. Ouais. Déjà, depuis l'arrivée de Dalloglio, on n'a plus droit au « c'est mon fils, ma batless » à l'oral. Et ça, c'est quand même déjà un point très positif. Je sais pas ce que t'en penses. J'en pense que je trouverai une autre chanson pour Dalloglio, rien que pour te faire chier. Parfait, j'attends de voir ce que ce sera. Et enfin, celui qui a vu sa charge de travail doublée avec l'ajout du chat YouTube et qui est donc là en tant que porte-parole de la communauté des auditeurs, nous accueillons Gabriel. Bonsoir Gabriel. Tous, très bonne année également à tout le monde. Et puis voilà, je vais essayer de gérer les deux chats, ça devrait aller. Normalement, ça devrait le faire. Alors juste, Elias, est-ce que tu peux redire un petit mot ? Apparemment, j'ai vu dans le chat qu'il y avait un petit souci de son avec ton micro. Ouais, on m'entend pas très bien. Ok, si, c'est bon. C'est juste moi qui avais oublié d'activer ton audio, excuse-moi. Bon, Pas de allez, souci. on a beaucoup de sujets à débattre ce soir, donc on se lance tout de suite. C'est parti, jingle. Active Synthé Night Club. Le débrief. Oui, pardon, il y a pas mal de nouveaux trucs à gérer techniquement, du coup, avec la double diffusion. Donc, s'il y a un ou deux couacs, vous me pardonnerez. Alors, on est ensemble ce soir, donc bien sûr, pour parler du mercato, pour parler des prochains matchs qui arrivent, pour parler un petit peu du nouveau plan de jeu d'Olivier Dalloglio. Mais déjà, pour commencer l'année, on va commencer avec une question cash, messieurs. Et je vais commencer avec toi, Elias. Est-ce que tu penses qu'on doit croire à la montée ? Je vais faire une réponse, on va dire, oui et non, quoi. C'est-à-dire que oui, parce Réponse de que... Normand, ça s'appelle. Voilà, merci, je trouvais pas les mots, merci Joss. Ouais, une réponse de Normand parce que au niveau comptable, on n'est pas très loin des places, surtout les places de barragistes. Je pense que la montée directe, ça va être extrêmement compliqué, voire impossible, parce que déjà au niveau contenu et même au niveau comptable, Angers et Auxerre sont largement au-dessus. Après, l'avantage aussi, c'est qu'on a vu que deux matchs d'Olivier Dalloglio, donc là, il a eu pas mal de temps pour bien préparer son équipe, pour bien mettre en place ses idées de jeu, même si on avait vu des choses intéressantes, notamment le dernier match. Et après, le problème, c'est toujours le même avec Saint-Etienne, c'est qu'on est maître de notre destin parce que
Je vois pas beaucoup d'équipes meilleures que nous, mais en fait, c'est nous-mêmes notre propre adversaire, quoi. Hmm. On est Donc, capable de ouais, s'auto-saborder facilement. voilà, c'est tout à fait ça. Donc, ouais, donc ça me laisse un peu plus pessimiste. Ok. Joss, t'es d'accord, les barrages accessibles, mais la montée directe difficile? Ouais, bon, après, tout est encore possible. Moi, j'attends un peu de voir ce que vont donner les changements, le changement de coach et les éventuels ajustements au mercato. Après, moi, je vois pas de super effectifs dans cette Ligue 2 en règle générale, nous inclus. Donc, ça veut dire effectivement que ça rebat les cartes vite, en fait. Si je devais rester sur le sentiment de la dernière tendance, je dirais que non, je ne vois pas monter, je ne vois même pas forcément atterrir à la 5e place qui permet de jouer les playoffs. Maintenant, c'est encore trop tôt pour être définitif là-dessus. Donc on va essayer de rester positif et de se dire que... Alors, le montée directe, j'y crois pas du tout, moi, personnellement. Hmm. Je pense qu'il y a quand même au moins 2 équipes qui vont distancer. Pour le reste, ça reste jouable, mais il va falloir que ça se passe bien vite là dans les premiers temps. Et on est comme beaucoup impacté par la CAN, par tout ça. Donc ça va aussi dépendre de ce que sera l'effectif rapidement à partir de samedi prochain, quoi. Voilà. Ouais, on parlera hein, évidemment de la CAN, on parlera aussi de l'état de l'effectif au moment de la reprise du championnat. Et d'ailleurs, avec nous ce soir, donc je vous l'annonçais en introduction, il y a Clément qui est là. Bonsoir Clem. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un plaisir de faire mon retour, comme pour chaque mercato. Eh ben oui, t'es là avec nous depuis un bon bout de temps maintenant à chaque mercato pour faire un point sur les dossiers en cours. Juste Gab, j'ai vu que tu posais la question aussi dans le chat sur est-ce que les gens croient à la remontée directement à la fin de la saison 2024. Qu'est-ce qui ressort un petit peu? Alors, il y a Jo42 et Franck Follet qui se rejoignent directement sur le besoin de faire absolument une très grosse série au redémarrage. Donc, notamment, je pense que ça parle de janvier et de février. Avec les matchs qui arrivent, on a aussi Jo42 toujours qui nous rappelle que le deuxième n'est qu'à 10 points, même si vous disiez que Auxerre et Angers semblaient largement supérieurs à nous. On espère peut-être qu'il pourrait craquer devant. Et on a certains qui, comme je disais par rapport au mois de janvier, qui souhaitent attendre le passage déjà des matchs de Laval et Pau Ouais. pour voir un peu où on en sera. Donc si jamais on arrive à peut-être prendre le 6 points sur 6 contre deux adversaires qui sont devant nous pour le moment, peut-être qu'on verra un petit peu mieux que ce qu'on peut jouer en fin d'année. Tu parles des matchs contre Laval et Pau. Clem, tu sais, toi, si quand on jouera contre Pau, si Louis Mouton sera autorisé à jouer? Je pense pas, non, parce qu'il y avait une clause pour le match aller, donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas pour le match retour. Donc Ah, je sais pas. logiquement, non, non, il y aura pas de mouton. Ok. Je demande, on sait jamais, parce que des fois les clauses sont un petit peu étranges. Mais oui, Louis Mouton qui fait quand même plutôt une très belle saison du côté de Pau. Eh ben écoute, je vais te donner la main, Clément. On va commencer à aborder le mercato et on va parler déjà de ce qui a été fait. C'est ça, on va commencer par ce qui a été officialisé. Donc tout d'abord, l'arrivée de Irving Cardona en provenance de Augsbourg. C'est un prêt sans option d'achat du coup pour Irving Cardona qui va aider la SSE dans sa mission de monter en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Cardona qui avait connu Dalloglio à Brest, donc un coup possible évidemment grâce au réseau du coach. On sortira un article sur Peuple Vert dans la journée de demain, mais la SSE a notamment doublé Metz et Clermont sur ce dossier-là. Donc voilà, deux concurrents quand même qui évoluent en Ligue 1. Et on peut penser que voilà, le fait qu'il y a eu une relation entre le coach et le joueur par le passé a joué en faveur de la SSE clairement. Et puis je crois que vous allez y revenir dans le débat après, mais Irving Cardona, un attaquant de pointe, mais qui peut aussi jouer aussi bien sur le côté gauche que le côté droit. Donc un joueur assez polyvalent et du coup la première recrue du mercato stéphanois. Tout à fait. Irving Cardona qui disait aussi dans ses premiers mots avec le maillot vert que le fait que le club ait été en contact avec lui depuis un petit moment, ça l'a motivé à venir. Joss, tu penses quoi de cette recrue? Est-ce que pour toi c'est une bonne nouvelle, cette cible de longue moyenne date?
Alors, sur le profil, oui, évidemment. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien avant que je le perde un peu de vue. Et ça amène le bémol, c'est que si on le perd, enfin, moi, je l'ai perdu de vue parce que déjà, il jouait à Augsbourg, mais surtout parce qu'il joue pas beaucoup. Ouais. Après, faut pas non plus jouer les vierges effarouchées. Le mercato de janvier, c'est rarement des mecs qui sont pleine bourre, qui ont marqué 15 buts sur les 6 premiers mois, parce que généralement, les clubs ne les laissent pas partir. Donc évidemment, il y a un inconnu, savoir où il en est en termes de rythme, en termes de compétition. Après, sur le profil et la qualité du joueur, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Ça s'est fait tôt en plus, Ouais. donc ça aussi, je trouve ça très bien. Oui, il va avoir le Parce que temps de travailler. ouais, et puis le timing est important quand même, parce que c'est ce mois de janvier, il est un peu casse-gueule. Il aura eu le temps de s'acclimater, etc. C'est un joueur qui est assez polyvalent, et moi j'aimais bien le profil du joueur quand on le voyait encore en Ligue 1. Donc j'imagine que ses qualités, il les a toujours. Après, bon, le foot, c'est fait d'autres choses aussi. Hein. C'est dans quel système il va jouer, dans quelle intégration il va être, quel rapport il aura avec les autres. On verra bien. Mais jusque-là, je trouve ça plutôt bien. La plus grosse inconnue, je pense, c'est où est-ce qu'il en est en termes de rythme. Parce que il a joué 54 minutes, je crois, depuis le début de la saison, en compétition officielle. Et le rythme, ça vient quand même beaucoup de la compétition officielle. Donc voilà, je ne sais pas s'il sera flamboyant dès le début. Je pense que c'est un mec qui va nous apporter. Et comme moi, j'ai une espèce de vieux doute sur le réel retour de Wadji un jour, Hmm. je pense qu'il était temps d'avoir un mec de ce profil-là devant aussi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il a très peu joué, mais c'était avant tout des choix, des choix sportifs et pas des blessures, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Elias, est-ce que tu rejoins Joss sur le fait que c'est un profil qui est intéressant par rapport à nos besoins? Juste pour revenir sur son temps de jeu, il a joué, je crois, 2 matchs aussi avec la réserve de Augsbourg. Bon, ça joue en quatrième division allemande, je crois. Mais bon, il a eu un peu on va dire, de rythme. Enfin, il a gardé un peu le rythme, même si c'est pas fou sur ce Ouais, point-là. Ouais, même 2 matchs de plus, ça fait pas non plus quand même BZF en tout, quoi. C'est ça que je veux dire. oui, oui, Globalement, sur une mais demi-saison. non, c'est rien, mais c'est pas comme s'il avait joué 0 match non plus, qu'il était resté à la cave et qu'il avait fait que s'entraîner. Donc il a un peu de rythme dans les jambes, mais je dis pas qu'il a 90 minutes non plus. Après, niveau, je suis tout à fait d'accord avec Josh sur la qualité du joueur. C'est un très bon joueur pour de la Ligue 2, excellent joueur même pour de la Ligue 2, je pense. Ouais, il va nous faire beaucoup de bien dans son jeu sans ballon, dans sa qualité de finition. C'est un gars qui est capable de finir pied droit, pied gauche avec, avec une belle qualité de frappe. Après, ça va être, je trouve, un casse-tête au niveau tactique. Euh, pas, pas, pas le temps qu'il y ait Sissoko à la CAN, mais dès que Sissoko va revenir, ça va peut-être être mieux. Parce que je trouve que Cardona, c'est peut-être pas un attaquant fait pour jouer tout seul devant. Je suis d'accord Et, avec ça, moi. et c'est un gars qui a beaucoup joué en 4-4-2 à Brest, ou alors qui allait sur un côté, mais il n'y restait pas sur le côté. C'est-à-dire qu'il se recentrait beaucoup dès que le ballon était dans les pieds des Brestois. Et il était proche d'un attaquant ou pivot qui était Moulier ou Charbonnier qui décrochait, qui faisait des passes, etc. Donc, c'est peut-être ce doute-là tactique Ouais. où on va voir ce qui va se passer surtout sur janvier-février, quoi. Après, dès que Sissoko va revenir, une association des deux avec Cardona peut être quelque chose de plutôt bon. Mais il n'y a que le terrain qui dira la vérité, de toute façon. Bah, avant On qu'on peut aussi, aborde. on peut aussi ajouter, bah, ça vaut ce que ça vaut, mais que le fait qu'il ait déjà évolué Avec avec Dalloglio, Dalloglio, c'est quand même aussi plus facile pour l'intégration. bah, Voilà. Il bah, a déjà je évolué pense. avec Dalloglio et également Larsonneur et Charbonnier qui étaient dans l'effectif de Brest à ce moment-là. Mais je pense que si Dalloglio n'est pas le coach de la Saint-Etienne, Cardona ne vient pas, hein. Ouais. C'est aussi simple que ça. Il connaît le coach et il a performé avec le coach. Ça compte énormément, quoi. Gab, dans le chat, sur le profil du joueur en lui-même, avant qu'on aborde un petit peu plus l'aspect tactique. On a quand même pas mal d'optimisme, notamment Selig qui est très content de l'arrivée d'un un bon attaquant avec une bonne mentalité. Après, elle espère avant tout, comme disait Elias, que ça ira physiquement, Ouais. puisqu'il a pas beaucoup joué cette saison. Donc on a Franck aussi qui estime que Cardona peut amener un peu de concurrence, notamment à Diarra, et venir challenger Cafaro et Chambaud aussi, même si Chambaud est pas tout le temps titulaire.
Donc voilà, tout le monde est à peu près satisfait. Il y a Jo42 aussi, qui est très heureux de cette arrivée et qui aimerait maintenant le recrutement d'un arrière-gauche, parce que Petro, toute la saison, il en veut pas. Et non, sinon, sur ce que disait, je crois que c'est Elias qui en parlait, de potentiellement quand Sissoko reviendra, peut-être un 4-4-2, Sissoko Cardona devant, ce qui pourrait être intéressant. C'est Jo42 qui nous en parle. Donc voilà, à voir quand notre Malien reviendra de la CAN. Alors, bah, justement, par rapport à l'aspect tactique, je vous ai préparé. Hop. Euh, la compo qu'il a affichée, alors si vous avez suivi un petit peu les news de l'actualité de ce week-end, vous savez qu'on a joué un match contre Grenoble, un match un peu particulier puisqu'il était composé de 3 mi-temps de 45 minutes, histoire de donner un maximum de temps de jeu et de faire une revue d'effectifs assez large. Et Irving Cardona a commencé le match, et il a commencé le match dans un 4-3-3 plutôt axial. Vous avez déjà commencé à en parler, mais ouais, Joss, toi tu disais que tu le voyais plutôt associé à un autre attaquant. Est-ce que ce serait plutôt un profil qui serait ajustable à côté d'un Wadji, d'un Sissoko, d'un Charbonnier? Parce que pour l'instant, Charbonnier n'est pas en forme, Sissoko va être à la canne et Wadji est sur le flanc. Donc est-ce qu'on va vraiment pouvoir se permettre d'avoir 2 attaquants devant? Moi, j'aimerais le voir avec Sissoko, clairement, parce que c'est 2 profils, à mon avis, très complémentaires. Mais comme j'aurais aimé voir Sissoko avec Wadi, bon, moi, Charbonnier, j'en ai fait mon deuil, donc j'en parle même plus, mais je pense quand même que, de ce dont je m'en souviens, une fois encore, je pense qu'il a des qualités qui vont être plus intéressantes s'il est associé à un autre mec devant. Là, dans la disposition, alors moi, j'ai pas vu le match contre Grenoble, comme tout le monde d'ailleurs. Oui. Euh, tout ça est à vérifier, mais je suis pas sûr que ce soit dans ce dispositif-là qui donnera le meilleur de ce qu'il peut donner. Après, je pense que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, peut-être que c'est déjà pas si mal. C'est à voir, quoi. C'est à voir. Mais après, l'association à 2 devant, je la vois surtout avec Sissoko, parce qu'ils ont 2 profils différents et complémentaires. Ouais. Avec Wadji, ça irait vite, probablement. Je sais pas si il faudrait jouer beaucoup en profondeur, quoi. Voilà. Mais je pense que l'idée, c'est plutôt de l'associer à Sissoko, je pense. Ok. Elias, tu rejoins Joss sur l'utilisation qu'on pourrait faire de Cardona? Ouais, totalement. Après, là, sur le mois de janvier, de toute façon, on n'aura pas le choix, hein. Ouais. On n'a que lui en attaquant de pointe. Charbonnier, ouais, moi, je suis comme Joss, j'y crois plus du tout. Euh, Peut-être qu'il va nous faire une remontada, je sais pas, mais j'y crois pas. Après, là, sur la compo qui est affichée, moi, j'ai beaucoup de problèmes. Là, c'est qu'il nous Alors, manque je de précise largeur. que là, la compo qui est affichée, c'est pas la compo qui a débuté exactement samedi. Il y avait Rivera qui était à gauche, il y Ah avait oui. Mathis Amungou qui était à la place de Tardieu. Enfin bref, j'ai refait une compo, on va dire, à peu près potentiellement possible pour Pour le prochain Laval. match. Ouais, ouais. Mais ouais, on verra bien ce que ça donne. Mais non, pour revenir à Cardona, ouais, franchement, une association avec Sissoko, ce serait hyper intéressant. Et même pas dans un dispositif en 4-4-2, parce que des fois, je crois que Brest, avec Dalloglio, a joué en 4-3-3, 4-2-3-1. Mais en fait, les 2 ailiers recentraient vachement proche de l'attaquant. Et en fait, ils avaient des latéraux très offensifs. Et alors, peut-être dans ce dispositif, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de latéraux offensifs, nous, pour l'instant. Donc, à voir. Mais de toute façon, là, sur le mois de janvier, il n'y a pas de doute à avoir. Ce sera Cardona tout seul devant et on verra comment ça s'anime autour. Alors par contre, tu dis qu'on a... C'est très juste, hein, ce que dit Elias, c'est Ouais. que je pense que dans l'animation qu'on voit, le plus gros problème pour moi, c'est pas forcément Cardona, c'est qu'on n'a pas les joueurs de côté pour jouer dans ce système-là. Ouais. Ouais, que ce soit Sur la ligne Pessinho ou offensive, je Sissoko. pense que le moins bien noté sera pas forcément lui, quoi. Voilà. Par contre, je te trouve un peu dur, Elias, de dire qu'on n'a pas de latéraux offensifs parce qu'il y a quand même Mermoud Bentaïg qui est au club. Donc Il est je te, moqueur, Non, ce je te Ken. trouve un Il est petit peu dur. moqueur, ce Ken. non, mais tu te vois que moi, j'aimerais bien le voir. Dans une opposition face à une équipe qui va défendre bloc bas, par exemple, on va en rencontrer des blocs bas, c'est sûr. Et on va avoir besoin d'un allant offensif. Mais sur une opposition comme ça, moi, j'aimerais bien le voir Bentaïg qui Ouais, déborde sur son côté, qui occupe le couloir, parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup déjà son couloir, qui va très vite.
Et en plus, qui occupe la largeur, c'est-à-dire qu'il va pas venir se recentrer dans ce qu'on appelle les demi-espaces ou dans le cœur du jeu, etc. Non, non, lui, il va rester collé à sa ligne et ça va nous apporter de la largeur et des centres. Et quand tu rencontres des blocs bas, c'est ce qu'il faut, soit des joueurs de 1 contre 1 sur des côtés, soit des centres. Et ça peut t'apporter. Après, le problème, c'est qu'il y a eu une intégration un peu difficile pendant 6 mois. Là, il y a eu des blessures, on ne sait pas trop ce que ça donne. Mais franchement, moi, je me dis que on pourrait le voir face à des blocs bas. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais, après, moi j'avoue que si on le voit sur le terrain, je préférerais le voir dans une défense à 5 où il est un petit peu moins de responsabilité Et, défensive. mais si tu joues face à un bloc bas, et par exemple sur le côté droit, on peut avoir Denis Sapien et ça fait un système hybride. Je crois que Dalloglio en a parlé dans une interview. Il a dit que la prochaine étape, peut-être dans son plan de jeu, ce serait de passer sur des hybridations. C'était avant qu'il signe à Saint-Étienne. Ouais. Ce serait sur de l'hybridation, etc., de sa ligne défensive, qu'il trouve ça très intéressant, notamment dans les équipes de Zerbi, qui est le coach de Brighton. Et, euh, et là, avec Bentaïk, ça t'apporterait de l'hybridation avec de l'autre côté Apia. Et Apia, quand on a le ballon, reviendrait recentrer et ça ferait une espèce de défense à 3. Et on aurait quelqu'un, un ailier sur le côté droit Ouais. qui occuperait la largeur. Donc, non, non, faut pas enterrer Bentaïk, mais à voir, ce sera pareil. Mais là, il y a un nouveau coach. Moi, je pars du principe que dès qu'il y a un nouveau coach, toutes les cartes sont redistribuées. Même le niveau des joueurs, en fait. On a eu 6 mois, pendant 6 mois, des joueurs, on les trouvait amorphes, mais peut-être qu'avec le nouveau coach, ben, il va se passer un déclic. Peut-être Ouais. qu'il va mieux les utiliser que l'ancien coach, etc. Donc, Bah, on a vu par c'est exemple à qu'il voir. redonnait sa chance à un joueur comme Monconduit, donc Chambaud, ouais. ouais, voilà. Mais Chambaud, le dernier match, 2 buts, une passe décisive. J'aurais C'est jamais vrai. pensé que Chambaud, avant la fin de la saison, il fasse un match à 2 buts, une passe décisive. Alors oui, il y a plein de choses qui n'allaient pas encore dans son jeu, mais quand même, c'est pas quelque chose d'anodin. Ouais. On va avancer un petit peu. J'ai vu qu'il y a des questions sur Mboukou qui arrivent, tout ça. Donc on va avancer un petit peu. On a encore un dossier de Mercato qui est déjà acté. Est-ce que tu peux nous en dire plus, mon cher Clem? En effet, c'est le dossier Ivan Masson qui était prêté au Maccabi Tel Aviv durant cette première partie de saison. Il y a eu le conflit israélo-palestinien, comme vous le savez. Le championnat en Israël, depuis, il a repris, mais Masson ne jouait plus. Il se trouve que dans le même temps, la SSE recherchait un latéral si possible polyvalent. Et donc, bah, on va dire que la solution de la facilité, la SSE s'est un peu laissé tenter par cette solution-là. Et donc voilà, il y a eu une stratégie un peu de communication, on va pas se mentir, depuis plusieurs semaines pour faire accepter progressivement auprès des supporters le retour de Masson. On rappelle Masson qui avait fait des déclats très, très, très critiqués durant son prêt au Paris FC. Il avait parlé des installations du club de la SSE, il avait Alors, parlé des je supporters. te coupe, je les ai là sous la main, je les ai affichés. Donc, son interview dans Le Parisien le 28 janvier 2023, donc il y a un an à peu près, où il avait notamment déclaré: de l'extérieur, Saint-Etienne est vu comme un grand club, mais en termes de structure, ce n'est pas toujours ça. Et je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Etienne après mon prêt au Paris FC. Bien sûr que j'espère retrouver l'élite. Et puis après, effectivement, il y a eu cette interview dans Le Progrès, là en début d'année, pour prendre un petit peu la température et faire des excuses, où il avait déclaré: certaines choses dans cette interview ont été exagérées. À ce moment, je souffrais et ça a été le seul moyen d'extérioriser. Je le regrette. Ou encore: je comprends qu'ils sont en colère contre moi, mais j'espère que ça va changer. J'ai vraiment à cœur de me racheter et je veux montrer aux supporters que j'aime vraiment ce club, que je le respecte. Je te laisse continuer. C'est ça. Donc voilà, il y avait eu cette interview au Parisien, les mots qui n'étaient pas passés. Et comme tu viens de dire, il y a eu l'interview au Progrès là récemment. Et l'interview au Progrès, voilà, c'est une des étapes un peu du plan de communication de la SSE, même si l'interview, elle n'a pas été non plus commandée par le club au Progrès. Mais voilà, on a d'abord eu la rumeur qui est apparue mi-décembre d'un retour de Masson, mais très probablement pour le vendre derrière directement. Puis après, on n'était plus trop sûr, soit il reste, soit on va le vendre. Puis le prêt a été cassé, puis il est revenu à l'entraînement, puis il a fait cette interview au Progrès où il a dit qu'il regrettait ses propos, on va dire, et il a joué en amical samedi contre Grenoble. Donc voilà, il est pleinement à la disposition de Dalloglio. Il est vraiment de retour à la SSE et on attend de voir s'il sera dans le groupe contre Laval. Et ce qui est important à savoir, c'est que s'il joue contre Laval,
ça signifie qu'il restera à la SSE sur la deuxième partie de saison, car on ne peut pas jouer pour 3 clubs durant la même saison. Donc voilà, Masson qui est pour le moment de retour dans le Forest. Et qui est disponible, hein. Il peut prétendre à une place sur le terrain Totalement. dès... Totalement, il peut très bien être dans le groupe ce week-end. C'est totalement possible. Alors, Joss, le retour de Ivan Masson, je vais te demander de commencer par l'aspect sportif déjà. Est-ce que, d'un point de vue purement sportif, c'est une bonne nouvelle? Le retour d'Ivan Masson, donc on cherchait un arrière polyvalent. Je ne sais pas s'il est valent, mais il n'a pas été forcément très poli. Elle est bien. Maintenant, c'est difficile de séparer tout le bordel qu'il y a autour de son retour du sportif. Moi, j'en sais rien. Je sais pas où il en est. J'ai pas l'impression que c'était forcément hyper top depuis qu'il est parti de chez nous. Sur la fin, je le trouvais pas forcément hyper top. Moi, ce que j'y vois, c'est quand même une stratégie un peu de facilité qui masque le fait que, mais enfin, c'est pas vraiment un scoop ce que je vais dire, qu'on a quand même un tout petit peu de mal sur l'anticipation des dossiers, sur une vraie stratégie de recrutement, de sourcing, etc. Bon, après, il n'y a rien de nouveau, hein. Donc, on va vers quelque chose qui est plus simple à faire, nonobstant, évidemment, le problème qu'il faut faire avaler la pilule à tout le monde. Euh, Maintenant, je vous dirais que je jugerai quand je l'aurai vu jouer, parce que ça fait un an que je l'ai pas vu jouer, donc je sais pas ce qu'il vaut. Le Masson, d'un certain moment de sa vie à Saint-Étienne, je pense, a largement le niveau pour être titulaire dans cette équipe. Mais je sais pas du tout si c'est ce Masson-là qui est capable de jouer aujourd'hui. Je sais pas comment il va traverser le fait qu'il va se faire secouer, hein, parce que clairement il va se faire secouer. Je suis pas sûr que c'est un mec qui a un mental de malade. Maintenant, les gens évoluent, donc on verra bien, on jugera sur pièce de toute façon. Après, sur la deuxième partie du sujet, qui est, j'entends beaucoup de gens se draper dans des positions, des postures un peu d'honneur, etc. Ouais, enfin, ok, moi ça me fait pas particulièrement plaisir parce que le mec a dit des trucs qu'il aurait pas dû dire, et j'aurais préféré quelqu'un d'autre. Maintenant, vu qu'on est visiblement pas capable de faire quelqu'un d'autre, on verra bien ce que ça donne avec lui. Voilà, après, je souris un peu quand même parce que je vois passer des trucs, moi, qui me scie un peu les pattes. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de supporters aujourd'hui qui se sont fait une croisade de romantisme dans un foot qui n'est plus du tout romantique. Oui, Et que, et puis il et a pas que non... entre ce qu'a dit Masson avec des mots un peu débiles et particulièrement maladroits à ce moment-là, et ce qu'a pu dire Nielsen Nkunku l'année dernière à certains moments, il n'y a pas de différence de nuance, il n'y a qu'une différence de degré, quoi. Ouais. Voilà. Et j'ai vu personne tomber à bras raccourcis sur Nkunku. Et puis, moi, je suis désolé, je suis persuadé que même les plus acharnés sont versatiles aujourd'hui et que Masson, s'il sort 3 super matchs, dont un but et une passe décisive, on verra, quoi. On verra. Oui, et puis comme tu dis, c'était des propos maladroits, mais il n'a pas non plus chié sur le club totalement. Gab, je vais venir vers toi. Dans le chat, déjà, qu'est-ce qui ressort sur l'idée Ivan Masson et du coup son retour? Un peu comme ce qu'on peut lire depuis que l'info est tombée, il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas très contents. Il y a notamment Jo42, comme on le disait, que c'est une solution de facilité. Euh, la stratégie est grossière pour Nico Saint-Paul, même si on jugera Masson à la fin de la saison, donc en mai, selon lui. Sinon, on a Jérém Magique qui est clair, lui, il en veut pas du tout. C'est pour Masson, ça serait directement la porte. Si c'était lui qui gérait le cas, on va dire. Après, sinon, plutôt sur ce qui va se passer sur le terrain, il y a Céline qui nous dit qu'il avait quand même montré de bonnes qualités sur certains matchs. Donc, comme on a dit, il a sûrement sa place dans l'équipe en ce moment. Comme David qui dit aussi qu'il était contre son retour, mais s'il est performant, pourquoi pas? C'est à lui de montrer qu'il peut refaire partie de cette équipe. Il a fait son mea culpa, donc maintenant c'est le terrain qui va parler. Et on avait Seb qui est lui plus réaliste, comme effectivement on n'a pas beaucoup d'argent à Saint-Étienne, donc tu es obligé de recruter au moins cher, on va dire. Donc le fait de ramener Masson, ça te coûte rien.
Comme ce que dit ASSE HRT, faute de mieux, ça coûte rien au président. Donc voilà, on est sur le même, le même tambour, quoi. Et Spider Fox, qui lui, en revanche, trouve que c'est un gros aveu de faiblesse du club de reprendre Masson après ce qu'il a pu dire. Et on a Hervé, notre grand Hervé, qui se la joue un peu comme Jean Strodal avec ses jeux de mots, où il dit que dans son interview, Masson a été très franc, donc franc-maçon. C'est nul, c'est nul. C'est excellent Hervé, comme ton aligo et comme ta truffade. Il est meilleur en aligo, il est vachement meilleur en aligo. La truffade de Hervé, souvenir très ému. Elias, ton avis toi sur le cas Masson, est-ce que tu es plutôt dans l'empathie à te dire que c'était une période pas facile et que tout le monde a le droit à une deuxième chance? Je vous cache pas que c'est un petit peu ma ligne à moi personnellement. Philosophie. Ou est-ce que au contraire pour toi l'institution est bafouée et personne ne devrait jamais dire que les infrastructures sont un petit peu défaillantes? Oui, je fais un peu dans l'ironie, pardon. Moi, je trouve que le club en ressort très affaibli quand même. Ok. Après, tout le monde a le droit à l'erreur, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un gros aveu de faiblesse. Il y a quelqu'un qui me l'avait dit dans le chat, je sais plus son nom, mais c'est un gros aveu de faiblesse pour le club. Alors j'entends dire, oui, on n'a pas de moyens, c'est un latéral, il peut jouer des deux côtés, il est gratuit, oui, mais quand t'as pas de moyens, tu cherches des idées ou t'anticipes les choses. Là, comme d'hab, on est en réaction plus qu'en action, et ça, c'est très dérangeant. Après, sur ses déclarations, bah, il a dit ce qu'il avait à dire au moment opportun, quand il est parti, parce qu'il ne l'a pas dit avant. Euh, Après, c'est sa déclaration là, il y a quelques jours, pour s'excuser, bon, bah, on va faire confiance et on va dire que voilà, c'était une erreur. Après, sportivement, moi je vais parler surtout sportivement. Euh, Moi, je suis assez pessimiste sur son cas. C'est-à-dire que l'année dernière, il a eu sa chance les 6 premiers mois, il l'a bien eu et il n'a pas prouvé que, qu'il était au-dessus du lot ou qu'il avait le niveau adéquat. Après, comme j'ai dit, avec un nouveau coach, hein, on ne sait pas ce qui peut arriver sur certains joueurs, comment il peut actionner certains leviers, etc. Mais Masson, depuis son retour de blessure, il y a un Masson avant les croisés et un Masson après les croisés. Un peu comme Masson, Charbonnier, ouais. Après les croisés, il est inexistant, quoi. Il a tout perdu. C'est vrai. Donc, bon, j'en attends rien. On verra bien. De toute façon, comme je le dis toujours, c'est le terrain qui parle. S'il est performant, bah, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui aussi. Mais moi, il y a un truc qui me dérange aussi, c'est le fait qu'ils disent que l'année dernière, il n'était pas bien par rapport, il avait connu la descente, l'enchaînement des mauvais résultats, etc. Bah ça c'est compréhensible, Donc, non en tant qu'être humain, vivre un truc tout traumatisant à fait. avec une Mais pression populaire. ça veut dire que psychologiquement, c'est quelqu'un d'assez fragile, qui est capable de un peu se déconnecter au premier accro. Et là, il va revenir dans un club où les supporters ne veulent pas de lui, et donc où il faut être fort mentalement. Et c'est là où j'ai beaucoup de doutes quand même. Ouais. Bon, et ben on verra bien. Je voudrais conclure quand même en disant qu'on a un peu l'impression que notre Perrin là, il savait pas trop quoi faire, Oui, et qu'il a un peu déposé ce joueur au pied de notre sapin un peu comme un paquet, une sorte de colis maçon, quoi. ouais, mais Oh. Si c'est Il voulait la- pour mon air vert, je lui l'offre pour qu'il voit un tout petit peu le chemin à parcourir. Voilà. Eh ben écoute, Si je peux raj- un escalier en colimaçon, ça remonte hein, au bout du compte, Exactement. donc pourquoi pas hein. On prend. Si je peux rajouter deux choses. Ouais, vas-y, deux rapidement. petites dernières. La première, c'est moi, ce qui me dérange aussi le truc, c'est les déclarations de Loïc Perrin qui dit que voilà, tout le monde a le droit à l'erreur, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce serait mieux d'un directeur sportif, Je pense qu'il euh, parle pour lui en fait. c'est-à-dire que Bah, il rappelle que tout le monde a le droit à l'erreur parce que pour l'instant, il a un peu dedans depuis un petit moment, quoi. Voilà. il est dedans depuis le début. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais moi, là où j'en veux, ça aurait été un directeur sportif hors du club en tant que joueur, c'est-à-dire un mec qui vient juste bosser, faire travailler le club. Ces déclarations m'auraient pas dérangé. Là, c'est un mec qui vient de Saint-Etienne quand même. Tu peux pas dire, ah, c'est rien, il n'y a pas de souci. Ça, et la deuxième chose,
c'est qu'on a quand même licencié un joueur qui avait près de 400 matchs chez nous et qui n'a pas fait les mêmes déclarations que Ivan Masson. Et ça me laisse à penser qu'il y a deux poids, deux mesures, quoi. C'est-à-dire, à l'époque, on pouvait se permettre de virer n'importe qui, et maintenant, non, non, il faut rappeler tout le monde. Ouais. Et ça me dérange. Je comprends. On va avancer un petit peu. On a passé beaucoup de temps du coup sur les cas Masson et Cardona, mais bon, c'était les dossiers qui étaient actés. Maintenant, on va parler un petit peu des spéculations et je crois que tu veux nous parler du poste d'ailier, Clément. Exactement, le poste d'ailier. Donc, il y avait 3 postes visés en début de mercato, un attaquant, un latéral polyvalent et un ailier. Donc, il nous reste plus que l'ailier, même si on verra sur le reste du mercato s'il n'y a pas d'autres opportunités qui vont se présenter. Donc, le poste d'ailier, c'est la priorité de Loïc Perrin et de la cellule de recrutement actuellement. Il y a plusieurs pistes déjà qui ont échoué. Vous les connaissez sûrement pour certains. Tout d'abord, Alan Virginius du LOSC. C'est une piste qu'on vous avait révélée il y a, je pense, environ 2 semaines. C'est un joueur qui ne joue pas beaucoup, voire quasiment pas au LOSC, qui préférait plutôt aller en Ligue 1 ou de manière générale dans une première division que de venir à la SSE en Ligue 2 ou à 3 aussi, parce qu'il y avait 3 aussi qui étaient sur le dossier. Et là, on a appris récemment qu'il devrait aller à Clermont, donc une piste qui a échoué pour la SSE. Et aussi, il y avait les Young Boys de Berne qui étaient sur le dossier, qui avaient même proposé une offre de prêt avec option d'achat de 4,5 millions d'euros. Donc voilà une piste que la SSE a oubliée depuis plusieurs jours et le joueur va s'engager avec Clermont. Autre piste, c'est Antoine Léotet. C'est une piste qui était déjà d'actualité l'été dernier. Alors, c'est beaucoup moins concret que tous les noms que je vais évoquer, mais c'est quand même assez marrant, je trouve. Il y a eu une petite approche désespérée qui a été tentée par le board stéphanois, mais un refus de Amiens qui ne voulait pas renforcer un concurrent. Et la piste, surtout, qui a animé un peu les discussions ces derniers jours, c'était Mamadi Bangré de Toulouse, qui a été prêté à Quevilly-Rouen la saison dernière, qui avait fait une très bonne saison en Ligue 2 plutôt. Et c'était vraiment le dossier qui était en haut de la pile ces derniers jours, mais le joueur a signé à 3, ça a été officialisé il y a quelques instants, là, à 20h et quelques. Donc voilà. Ça, c'est dommage parce que j'avais déjà mon Bangré Malgré qui était tout prêt. Il est inarrêtable ce soir. Il est magnifique. Il est en roue libre. Bangré, Virginius, voilà. C'était des joueurs et Léoté, vous regrettez un petit peu que ces pistes soient abandonnées ou de toute façon c'était pas faisable, c'est comme ça. Je précise juste pour Bangré, on peut encore avoir peut-être un peu plus de regrets parce qu'il y a une option d'achat dans le prêt entre Toulouse et Troyes. Donc il y a la possibilité qu'il reste à Troyes la saison prochaine. Et Bangré, si j'ai bien compris, ça s'est pas fait parce qu'il va à la CAN, c'est ça? C'est un élément qui est forcément rentré en compte. Après, j'ai pas tout le tenant et les aboutissants, mais si on est quand même rentré en discussion avec lui de manière assez poussée, j'ose espérer qu'on s'est pas rendu compte au dernier moment qu'il allait à la CAN. Ouais. Ah, surtout s'il y a une option d'achat, quoi. Tu vas pas mettre voilà, mais avec l'option du d'achat, moyen, voire du long terme. Un très coup, ouais, c'est ça. Je vous propose qu'on passe directement à la piste Aime beaucoup, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Bangré, Virginius ou Léoté. Ouais. Juste Bangré. Léoté, moi je suis juste un peu surpris, c'est que Léoté, on en parlait beaucoup à une époque où Laurent Batles était encore là à l'intersaison et où l'idée c'était quand même sur un système avec des pistons, avec Léoté. Donc ça me surprend qu'on réactive cette piste-là, mais bon. Il joue il est capable de faire les deux. Ouais, il est capable de faire les deux. Alors moi je trouve que tu veux un ailier, prends un ailier quoi. Je sais pas. Ouais, mais il y en a. Après ça je vais pas y passer 10 ans, mais ça dépend de ton animation. Comme d'hab. Moi je trouve que Bangré ça aurait été vraiment un gros coup. J'en parlais à Romain cet été ou l'été dernier encore avant qu'il signe à Quevilly-Rouen. Je l'avais vu avec Toulouse, il avait fait quelques rentrées et Toulouse ne comptait pas sur lui l'année d'après en Ligue 1. Ça aurait été vraiment un bon coup. Ouais. Mais tant pis. Celui qui pourrait être un bon coup, c'est Aime beaucoup. C'est ça, Nathanaël. On en a parlé ce matin chez Peuple Vert. Donc, il fait partie des quelques pistes qui sont étudiées.
Mboukou, 21 ans, qui joue à Augsbourg comme Cardona, ancien de Reims, qui avait déjà fait de nombreux matchs en Ligue 1 même. Donc voilà, intérêt assez prononcé de la SSE. Le joueur, et ça c'est intéressant, lui aussi est intéressé par l'idée d'un prêt. Il y a une concurrence, comme vous pouvez l'imaginer, qui est forte, même s'il n'a pas pas beaucoup joué sur cette saison. Et le club aimerait un prêt avec option d'achat. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de très 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 concret non plus. On n'est pas sur une signature proche, mais ça fait partie des quelques pistes qui sont vraiment en haut de la pile. Et la SSE aimerait le faire signer. Voilà. Attention, parce que chez nous, il va quand même être en concurrence sur l'aile avec Chambaud. Hein. Ça va pas être simple de gagner sa place. Hein. Bah, si Chambaud il continue à planter pèse. des doublés à chaque match. C'est ça. Mais ça pèse dans la balance, je pense aussi, quand tu es sollicité par la Saint-Etienne, que tu vois ce qu'il y a sur les côtés. Le temps de jeu, là, il est garanti. Hein. Ouais, tu te dis que tu vas jouer, quoi, probablement. Ah, très, très, très probablement, oui, en effet. Gabriel, je viens vers toi sur ce dossier des ailiers, sur les échecs et sur la piste en cours sur Mboukou. Qu'est-ce que les gens ont à dire sur les chats Twitch et YouTube donc depuis ce soir? Alors, sur Twitch, on a beaucoup de blagues avec les jeux de mots, donc on n'a pas forcément parlé beaucoup tactique, mais sinon on a quand même, plutôt sur les échecs, on n'a pas eu beaucoup de retours. C'est plutôt sur Mboukou que les gens semblent quand même assez satisfaits. On a notamment Jo42 qui estime que Mboukou ça sera très bien par rapport à ce qu'on a déjà. Et sur YouTube, on a aussi Étienne qui est dans dans la même direction avec aussi de la satisfaction. Et on a David aussi sur YouTube qui est quand même déçu. Donc comme je crois que c'est Elias ou Clem qui parlait de Bangré qui s'engage avec option d'achat à 3. Donc David est quand même déçu par rapport à ça parce que ça aurait été un super bon coup. Et il espère, David aussi, qu'on pensera à recruter un joueur qui va savoir tirer les coups de pied arrêtés. Bon, ça c'est un autre sujet, mais parce que on est globalement assez mauvais selon lui dans ce cas-là. Ok. Est-ce que c'est un joueur que vous connaissez déjà? Est-ce que vous l'avez déjà vu jouer? Moi, je vais être très honnête avec vous. J'ai lu tout ce qui est passé sur le joueur, mais c'est pas un joueur que j'ai déjà vu jouer. Est-ce que ça vous hype ou pas trop? Elias, t'en penses quoi, toi, de ce joueur? C'était un très gros espoir à Reims. En plus, je crois qu'il marque contre Saint-Étienne. Je sais plus si c'est l'année où on descend. Avec Reims, il Je me souviens marque. plus. Après, c'est pas quelqu'un que je trouve le plus pertinent pour jouer sur les ailes. Ouais. Je l'ai beaucoup vu jouer aussi dans l'axe, en second attaquant, et je l'avais beaucoup aimé dans ce rôle. C'est quelqu'un qui est très percutant balle au pied, technique, qui est capable d'éliminer dans les petits espaces, qui a un vrai bon pied gauche. Donc oui, ce sera un super coup pour la Ligue 2. S'il y a option d'achat, pardon, ce serait top. Mais pareil, je trouve que ça fait encore un joueur un peu trop porté vers l'axe et moins sur le côté, moins sur les ailes, quoi. Ok. Joss, un mot à rajouter très rapidement? On est Non, peu non, à je bout suis sur le comme programme. Elias, j'ai juste quelques highlights en tête, joueur rapide, percutant, c'est ça moi que je retiens. Et plutôt d'accord avec Elias, je pense il a une tendance naturelle à se réaxer. Ok. Voilà. Et on s'en Clément fout, on a Chambaud. On s'en fout, on a Chambaud. et Cafaro. Donc on est tranquillou. Hein. Clément, on va passer maintenant au départ. C'est ça les départs, donc je vais essayer de faire un peu rapide, même s'il y a quand même quelque chose à dire. Les départs, on l'avait révélé fin décembre, il y a une liste de 6 joueurs qui ne seront pas retenus, qui entre guillemets sont indésirables, si on veut parler comme ça. Dans cette liste de 6 joueurs, il y a notamment Monconduit, Lobry et Gaëtan Charbonnier. On l'avait dit sur Peuple Vert et on le reconfirme, et ça a été à moitié confirmé tout à l'heure par Dalloglio sur France Bleu, qui a évoqué le cas en disant qu'il y avait eu des recrues dans ce secteur-là et que ça allait peut-être être un peu compliqué pour lui et qu'ils en avaient déjà parlé avec Gaëtan Charbonnier. Donc voilà. Cependant, il ne faut pas se faire non plus trop d'illusions. Ce sera dur de trouver des portes de sortie pour tous ces joueurs-là. On parle de joueurs qui ont un certain âge, qui ont un salaire assez conséquent pour certains. Et il faut aussi dire que depuis plusieurs mercatos maintenant, le travail du club au niveau du dégraissage des départs
il interroge un peu. Moi, des retours que j'ai, et sans trahir de secret de certains agents avec qui j'ai pu échanger, on m'a souvent dit que quand il s'agissait de départ, la Saint-Etienne estimait que c'était pas forcément totalement de son ressort, était plutôt dans une position d'attente que les offres arrivent, d'attente du travail de l'agent, et pas forcément dans une recherche active de porte de sortie, etc. C'est pas forcément la philosophie. Donc forcément, pour dégraisser un effectif qui est quand même assez fourni, ça ne devrait pas aider. Donc voilà, la politique peut-être au niveau des départs, qui est pas incroyable à la SSE depuis plusieurs mercatos. Donc voilà, il y a Ah, allô? sur Peuple Vert d'un intérêt en Turquie pour Nadé, Göztepe, un club de D2 turc. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que Nadé, depuis, a refusé les avances du club turc, donc il n'ira pas en Turquie. Et rien ne dit d'ailleurs qu'il partira durant ce mercato, parce que s'il part, ça veut très probablement dire que la SSE va devoir recruter en défense centrale. Et Nadé, lui, il est en fin de contrat en juin. Donc peut-être possibilité d'une bonne prime à la signature. Aller en Turquie où on sait qu'il y a parfois des problèmes de salaire impayés, etc. Enfin bref, voilà. Il a Ouais. depuis refusé les avances de Göztepe. Et petite info qui était sortie tout à l'heure, qui a été officialisée, Ahmed Sidibé, qui était un joueur assez important du groupe réserve de Razik Meder, qui est parti au FC Koper en Slovénie, contrat de 2 ans. Et voilà. Et la SSE ne touchera pas d'indemnité de transfert. Il a été libéré, mais on garde un pourcentage à la revente quand même. Voilà, voilà. D'accord. Ok, et ben merci beaucoup pour toutes ces infos mercato. Merci Clem, et puis on te retrouve dès la semaine prochaine pour refaire un point sur l'effectif et sur les rumeurs et sur les actes qui auront été posés pendant ce mercato. Tu parlais de Nadé, justement, Joss, je vais venir vers toi sur le cas Nadé. Il y a la CAN qui va avoir lieu d'ici quelques jours. Ça commence le 13 janvier, ça termine le 11 février. Et en plus de Sissoko qui va manquer, il y a également Batu Binsika qui va être absent et qui ne sera donc pas disponible. Je vous affiche une liste de l'effectif avec les joueurs qui sont soulignés qui ne seront pas disponibles pour le match contre Laval. Alors il manque juste Ivan Masson dans la liste. Mais est-ce que pour toi c'est du coup une autoroute un petit peu pour Michael Nadé pour retrouver une place de titulaire dans cette défense? Bah, une autoroute, je sais pas, mais en tout cas, il va avoir probablement des opportunités, oui. Après, faute de combattants, il va forcément avoir un rôle à jouer. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'il y ait eu une réelle volonté là de le voir partir ou de le faire partir là, à ce moment-là. Bon, je peux pas vous dire que ça m'enthousiasme des masses, mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire de cette saison. Je pense que quand on a embauché Batu Minsika, on se doutait que potentiellement il serait pas là pendant un mois. Donc, c'est qu'on doit considérer que avec Nadé pendant un mois, ça suffira. Moi, j'ai des doutes, hein, mais voilà. Il y a... Enfin, avec Nadé, Briançon, Apia. Après, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi un mec complètement rigoureusement inutile qui s'appelle Thomas Monconduit et qui a été testé pendant une bonne partie de la préparation en défense centrale, où il a été plutôt à son avantage, pourquoi il fait pas partie des solutions à ce poste, Ouais. au moins provisoirement. J'aurais aimé que ça soit au moins essayé, quoi. Ok, ok. Mais bon, comme ça a pas l'air d'être dans les plans, oui, tu es bien obligé de garder Nadé, et oui, il va avoir des opportunités. Ouais. Tu vois vraiment mon conduit défendre face à Malik Chokunte? Bah, faut pas défendre contre un mec qui va trop vite ou qui met trop d'impact, c'est sûr, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il sert rigoureusement à rien au milieu. Donc je me dis, moi, j'avais trouvé il a quand même, malgré tout, il a quand même un bagage technique qui lui permet de se sortir d'un certain nombre de situations. Il a une première relance qui est plutôt de qualité. Voilà. Ça, je suis d'accord avec Ballon, mais c'était dans une défense à 3 où il a évolué en tant que central et il était vraiment à la relance. C'est vrai, c'est vrai. Dans une défense à 4, il a un trop grand manque de mobilité pour moi. Et il y a le jeune Blady aussi qui a Ouais. été appelé depuis que Dalloglio est arrivé, qui est dans le groupe, qui pourrait aussi prétendre à une place de titulaire. Peut-être, ça, Ouais, c'est l'idée avec,
Ouais. Avec Bladi arrière gauche et Petro recentré, hein, C'est pendant ça. l'absence de Batinsika. On Ça pourrait peut se être retrouver avec une charnière, avec l'absence de Briançon aussi, parce qu'il est suspendu pour le prochain match, avec une charnière recentrée des côtés, avec Petro et Apia, et sur les côtés, du coup, une place laissée à Masson, à Bladi, à Bentaille, avec, à ce genre de joueurs. voilà. Ça, ce serait une Là, pendant possibilité. l'absence de Briançon, je vois Nadé quand même jouer. Ouais, Parce que oui, c'est Ouais, moi aussi. Ouais. moi aussi. ton seul central de métier, on va Mm. dire. Ouais, et puis il te Et faut un puis, mec un peu au moins solide dans les duels. après, Voilà, enfin, tu peux pas jouer que. après c'est pas ce qu'on préfère, mais bon, de Ah toute bah façon, non, on mais n'a bon. pas le choix. Sinon, faut aller recruter, ou alors est-ce que on va mettre un jeune? Je sais pas. Mais Faute de grive, on non, mangera des merles, mais après, c'est pareil. Enfin, moi, là, on n'a pas le choix. je crois pas à l'idée de dire, bon, bah, on prend carrément les mecs du centre, enfin, pas deux, quoi. Un éventuellement, mais pas deux. Pas deux. Ouais, je suis d'accord. Après, ça laisse à penser quand même que l'effectif est mal construit, encore une fois. Tout à fait. Ça fait Ça, 2 ans qu'on le répète, quoi. Alors, oui, on retombe toujours un peu là-dessus. je précise effectivement, comme je le vois dans le chat, que là, sur le petit visuel que j'ai préparé, il manque Masson parmi les défenseurs. Je vous propose qu'on passe directement à la suite. On va parler du prochain match, le match contre Laval. AT Night Club. Le prochain match. Alors, le prochain match contre Laval, donc, qui arrive ce samedi. On a une série qui arrive avec Laval, Pau et Amiens. 3 matchs qui peuvent s'avérer un petit peu compliqués sur le papier. Déjà, messieurs, sur ces 3 matchs, avec les débuts de Dalloglio, quel est selon vous l'objectif de points qu'il faut se fixer sur les 9 possibles? Ouais, vas-y, allez, j'y vais. Vous bousculez pas. Tu joues 2 fois à domicile, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Alors, l'objectif, c'est 6 points au minimum. Par contre, 7, ce serait déjà bien. Mais là, je regarde, tu as déjà 6 points de retard sur Laval. Que si tu perds face à Laval, tu es à 9 points, quoi. C'est ce qu'on appelle les matchs à 6 points, on va Mm. dire. C'est-à-dire que tu joues des adversaires un peu directs. Donc, Laval et Pau, faut gagner. Et puis sur le match aller contre Pau, on a une revanche à prendre. Et on avait gagné à Laval, mais notre deuxième mi-temps avait été très très compliqué, il me semble. Donc, non, mais le match contre Laval va être très décisif comme tous les matchs, mais là, ça va être encore plus pour savoir de quel côté on va basculer, quoi. Et puis en Si plus, tu gagnes, c'est le premier match de l'année, ça peut enclencher une dynamique. Joss, puis toi, tu joues à domicile, hein. de ton côté, Joss, si tu devais faire un petit pronostic, tu parierais sur quoi sur ce match contre Laval? Ah, moi, j'allais te répondre que si tu ambitionnes encore, effectivement, d'être dans les barrages, en tout cas dans la course pour la montée, il te faut 7 points sur les 9. Ouais. 6 au grand minimum. 6, mais plutôt 7. Entre 7 et 9, quoi. Si tu veux vraiment arriver en position de te battre dans 2 mois et demi, 3 mois. Moi, je vois. Et là, on passe au prono, là. Il faut donner les pronos Ouais, contre ouais, Laval. on est un peu à la bourre sur le timing. Ouais, Faut encore qu'on fasse le quiz. je vois une courte victoire. Je vois une courte victoire. Je vois une victoire 1-0 avec un but de Cardona, moi. Ok. Eh ben, ce serait des bons débuts. Elias, toi, tu donnerais quoi comme pronostic? Et allez-y dans le chat, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Victoire 2-1. Victoire de 1, avec but de qui? Bouchoirie et Cardona aussi. Ok, bon, la cote du Bouchoirie buteur, je pense que tu peux te faire pas mal de sous. Ouais, là, elle doit payer celle-là. Gab, dans le chat, là, est-ce que pour ce début d'année et ces matchs qui arrivent, tu vois plutôt de l'optimisme dans le chat ou pas? Bon, il y a ceux qui sont pas forcément optimistes, mais plutôt réalistes, et qui demandent 9 points ou rien si on veut toujours être dans les bons wagons pour la Ligue 1. On a du 7, on a du 6 points. Donc, quand même un bilan positif sur les 9 points possibles. Et sinon, sur les pronos, on a Jérém Magique qui voit une défaite 2-1, Nico Saint-Paul qui voit une défaite 3-1,
Lolo, enfin après on va passer dans le positif plutôt. Lolo qui voit une victoire 1-0 avec un but de Cardona et une passe D de Masson. Ça serait des bonnes pioches du mercato. Jo42 qui voit une victoire 2-0. Céline 2-1. Et sur YouTube, on a de la victoire 1-0 avec Cardona et passe D de Masson aussi. Et toujours Cardona et Masson, c'est les grosses cotes apparemment pour David qui voit aussi Cardona et Masson buteur. Ok, bon, et ben en tout cas c'est comme chaque intersaison ou chaque mercato, il y a toujours de l'espoir qui naît des nouvelles recrues. Donc bon, on espère que ça se passe comme on l'imagine. Il est 56 messieurs, je vous propose qu'on passe directement au quiz. Je vous affiche le classement du SNC. Donc pour rappel, hein, le principe c'est que cette saison, on a lancé le Challenge SNC où à la fin de chaque émission, on fait un petit quiz de 4 questions et chaque chroniqueur a des points à prendre et en fonction des points et du ratio de points marqués à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio fera gagner à son association l'intégralité des revenus du Saint-Étienne Club sur cette saison. Il y en aura pour plusieurs millions d'euros, hein, vous vous doutez bien. Joss, est-ce que tu peux nous redire pour qui tu joues? Pour France Alzheimer. Et Elias, pour qui tu joues? La SPA. La SPA. Très bien, messieurs. Alors, on commence avec une question. Je vais vous demander d'aller assez vite. Premier jeu. Je prends la liste des 15 plus grosses ventes de la SSE. Chacun votre tour. Vous allez me donner le nom d'un joueur de cette liste. Peu importe l'ordre. Pour savoir qui commence, on va faire un pile ou face. Joss, tu seras pile. Elias, tu seras face. Youp là. Et c'est pile. Joss, tu commences. Cite-moi un joueur parmi les 15 plus grosses ventes de la SSE. C'est Timby Gomis. Bafé Timby Gomis, il est 6ème avec 13 millions. Bien joué. Wesley Fofana. Wesley Fofana, premier avec 40 millions. Joss. William Saliba. William Saliba, deuxième avec 30 millions. Elias. Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui part à Dortmund pour 13 millions. Cinquième. Zokora. Didier Zokora, je pensais pas que ce serait qui serait trouvé aussi vite. 12 millions et demi. Septième. Dimitri Payet. Dimitri Payet, il est 12e, il était parti pour 9 millions. Gourna. Gourna qui est parti pour 14,6 millions, c'est le troisième. Je précise bien sûr messieurs, je vous fais confiance, hein, mais vous ne regardez pas le chat parce que les réponses pleuvent dans le chat. Matuidi. Matuidi Blaisou qui est 13e, qui était parti pour 8 millions. Selnaes. Et c'est perdu, Selnaes qui est parti pour environ 4 millions me semble-t-il. Il faudra que je retrouve l'info exacte, mais il ne fait pas partie du top 15. Désolé Joss, le point va à Elias. Il restait Lucas Gourna pour 13 millions, Rémi Cabella pour 12 millions, Max-Alain Gradel pour 10 millions, Joshua Guilavogui pour 10 millions, Kevin Malcuit pour 9 millions, Nielsen Kunku pour 8 millions et Fred Piquion pour 6 millions. Et on parlait bien sûr des ventes et pas des arrivées. Je vois qu'il y avait des gens qui citaient plutôt des arrivées dans le chat. Deuxième question. Quel est le plus ancien groupe de supporters de l'AS Saint-Étienne? Question de rapidité. Elias. Elias. Magic. C'est pas les Magic. Just à la main. Je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Une autre proposition, Elias? Les indépendantistes. Non, pas les indépendantistes. Allez-y, hein, proposez. Hein. Aucune idée alors. Qu'est-ce qui reste comme groupe de supporters? Les Greens, mais c'est 92, les Greens, c'est après. Les Greens, c'est pas les Greens. Les associés machin. Hein, les associés supporters, le point va à Joss. Les associés supporters qui ont été créés en 1934. Alors, ils n'avaient pas ce nom-là, ils s'appelaient à l'époque l'Amicale des supporters de la SSE et ils ont rename en 1970. Troisième question, c'est un au plus proche. Le club qu'on a le plus rencontré de notre histoire, c'est Bordeaux, mais la question, c'est combien de matchs on a fait contre eux? Joss, première proposition. Tout confondu, toute compétition confondue. En match officiel, pas amicaux. Mais en match officiel. Ouais, Coupe de France, championnat, Ligue 2, Ligue 1. Allez, aller-retour, enfin tout confondu. Ouais. Je dirais 100 tourons. 100 tourons. Elias, combien tu proposes? 115.
115, et ben c'est Elias qui est au plus proche puisqu'on les a affrontés 140 fois. Les deuxièmes, c'est Nice avec 138 matchs. Et enfin, dernière question, je vais vous demander de deviner le joueur dont je vais parler. Pour l'instant, il y a 2-1 pour Elias. Nous parlons d'un joueur qui arrive à la SSE le 5 août 2014. Il sera décisif dès le 21 septembre de la même année en offrant le but de la victoire contre Lens à Fabien Lemoine. Il ne reste qu'un an en prêt à Saint-Étienne avant de partir pour un nouveau prêt au Betis Séville. Originaire des Pays-Bas, c'est en Eredivisie. Elias. Ricky Van Wolfswinkel. Ricky Van Wolfswinkel, exactement. En Eredivisie, il connaît ses meilleures saisons avec le Vitesse Arnhem et le FC Utrecht. Aujourd'hui âgé de 34 ans, cet attaquant reste dans les mémoires stéphanoises pour 2 principales raisons. Son but dans le derby et son nom particulièrement impossible à prononcer pour les Français. Et bien sur ce, merci beaucoup messieurs d'avoir passé cette émission avec nous. Merci Gab d'avoir été là pour remonter les impressions du chat. Merci Joss, merci Elias pour vos commentaires. Merci Clem pour les points Mercato. Merci à vous tous qui nous avez suivis en direct, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. J'espère que ça se passera bien cette codiffusion. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour débriefer le match contre Laval. Et allez les Verts! Salut.